Le génie de l'islam, vous êtes parfois contesté, il faut le dire aujourd'hui, mais vous voulez, vous, rétablir la vérité sur l'islam? Oui, moi je pense qu'il y a, au-delà de ma personne aujourd'hui, il s'agit d'un message. On parle de l'islam tous les jours et de façon extrêmement négative en Occident. Les images qui nous viennent de l'Orient sont extrêmement difficiles. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on n'attende pas des musulmans uniquement qu'ils nous disent ce que l'islam n'est pas, mais qu'on puisse dire de l'intérieur ce que l'islam est. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'islam qui n'est pas l'islam? On réduit, c'est-à-dire qu'on prend des phénomènes, la violence, on prend des situations historiques, je veux dire la discrimination des femmes dans les sociétés majoritairement musulmanes, et on essentialise. Voilà, l'islam ce serait ça. Non, l'islam c'est un message, c'est une histoire, c'est une spiritualité, ce sont des fondements. Il faut que l'on puisse étudier ceci, avoir une meilleure idée. On n'étudie pas une religion et un message par les exactions de ces extrémistes ou les déficiences de ces sociétés. Ça veut dire par exemple l'islam, ce n'est pas les djihadistes d'aujourd'hui? Ah bien sûr que non. Alors ça c'est... Autant je dis aux musulmans, vous ne pouvez pas dire ça n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce ne sont pas des musulmans. Il faut que nous leur répondions en leur disant ce que vous dites faire au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable et l'islam condamne vos actes, il faut qu'on puisse le dire, sans les sortir de l'islam. Oui. Moi je peux dire que leurs actes ne sont pas islamiques, mais eux qui se revendiquent comme musulmans, je dois dire ce que vous faites au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable. Alors, le djihadisme ou cette expression-là ne dit pas ce qu'est l'islam, c'est à nous aujourd'hui, avec un discours clair, un discours qui est tellement clair qu'il ne doit pas refuser de dire les contradictions qu'il y a entre l'attitude de certains musulmans et les principes de la religion. Ça, c'est aussi quelque chose que nous devons faire. Vous dites dans ce livre, par exemple, le djihad, c'est une notion de défense légitime, mais qui ne passe que par les armes de l'adversaire et qui ne doit jamais viser ni des civils, ni des femmes. Tout à fait. En plus, déjà, la notion de djihad est déjà une notion de réforme et de résistance spirituelle, sociale. Il faut appeler à des djihads contre la pauvreté, il faut appeler à des djihads pour l'éducation, il faut appeler des djihads contre la corruption et pour la liberté. Ça, il peut y avoir un djihad pour la guerre? Exactement. Il y a des situations, une seule situation qui est le qital, qui est dans la situation de guerre, et qui n'est légitimée qu'en dans une seule circonstance, quand on est sous exploitation, quand on est colonisé ou quand on est opprimé. Oui. La résistance légitime, elle est cette fois-ci... La résistance ou la violence? Ah non, la résistance légitime, c'est-à-dire... D'abord, ceux qui utilisent la violence, ce sont les oppresseurs. Ceux qui y résistent vont s'adapter aux moyens qui sont utilisés par celui qui opprime. Mais ce que vous avez rappelé comme éthique de guerre est déterminant. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire à l'armée adverse, pas aux civils, pas aux innocents, pas aux femmes, pas aux enfants, pas aux religieux et pas à la nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir même un souci de l'environnement en situation de guerre. C'est dire que quand on a parlé, par exemple, de la bombe pakistanaise soi-disant islamique, c'est une contradiction dans les termes. Une bombe atomique ou nucléaire ne peut pas être islamique. Alors, pourquoi, Tariq Ramadan, vous avez dit « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris » en référence aux attentats du 13 novembre? Alors ça, c'est une bonne question et vous me permettez, je vous en remercie, de clarifier les choses parce que ce que j'ai dit, si vous entendez par Charlie le fait d'être pour la liberté d'expression et pour pouvoir s'exprimer librement, je le suis. Mais s'il s'agit pour moi d'être assigné à devoir accepter les caricatures et l'humour que je... Un humour de lâche, vous avez dit. Oui, un humour de lâche, comme on dit, un humour de stupide. C'est-à-dire que je considérais qu'au lieu de s'en prendre systématiquement aux religions ou à l'islam, ce serait bien qu'ils puissent prendre à partie plutôt les gens du pouvoir, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, quand je dis je ne suis pas Charlie, je veux dire par là, je n'adhère pas à ce que Charlie Hebdo était, mais j'adhère au principe. Et quand je dis je ne suis pas Paris après les attentats. Alors quand je dis je ne suis pas Paris, ça peut paraître choquant, Tariq Ramadan, d'entendre ça pour ceux qui, les familles, pour un certain nombre de gens. Alors ma première attitude a été de condamner et d'être dans l'empathie avec les familles des victimes. Et ensuite j'ai ajouté attention, si être Paris, ça veut dire oublier toute la planète et de considérer que nos morts à Paris valent plus que les morts de tous les autres. Mais c'est personne qui dit ça aujourd'hui. Mais écoutez, vous avez vu la réaction? Que dit-on quand les gens meurent à Beyrouth? Que dit-on quand les gens meurent à Bagdad ou les gens meurent à Damas? C'est comme si c'était normal. Quand nos morts, on veut que le monde se lève et quand les morts des autres, on a normalisé. Ce que je veux, c'est de dire dans la même phrase, je dis je suis Paris, je suis Ouagadougou, je suis Beyrouth, je suis Jakarta, je suis tout ça.
Et Oui. il n'y a pas d'hiérarchie dans les morts. Donc, vous voyez, au-delà de notre émotion légitime, vous avez raison, elle est légitime, cette émotion, elle est compréhensible, mais ne faisons pas une hiérarchie entre les morts, parce que vous savez, du Sud, les gens nous voient. Ils voient ceci, et ils en ont marre de penser que leurs morts n'ont que peu finalement de crédit Oui. à nos yeux. Ce que vous dites finalement, Tariq Ramadan, c'est que l'islam n'a rien à voir avec les attentats. Ouagadougou, on dit que les terroristes sont allés à la mosquée avant d'aller tuer des femmes et des enfants. Mais l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Non, l'islam, dans le message que j'essaye de traduire ici, il est une condamnation de ceci. Et d'ailleurs, ce que l'on sait, c'est que pratiquement tous ces jeunes aujourd'hui qui sont embrigadés dans Daesh, en Syrie ou en Irak, ou même aujourd'hui dans ces actes de violence à condamner absolument. Souvent, ils ont une pratique religieuse qui est de quelques semaines. Ils ne sont pas formés dans les mosquées. Ils sont plutôt les Donc les vous dites victimes. c'est la République qui est responsable, c'est la France qui est responsable, ou c'est à une Ouagadougou, alors à ce moment-là, le Burkina Faso qui est Non, responsable, il y a- ou en Indonésie, Non. le gouvernement indonésien, Je- c'est je- qui la responsabilité? Je ne cherche pas à accuser. Je pense que nous avons une co-responsabilité. La première des responsabilités, c'est pour ça que je le fais dans le livre. Le livre, il n'est pas uniquement écrit pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, il est aussi pour des lecteurs musulmans qui comprennent de l'intérieur nos propres contradictions. Nous devons parler. Nous avons à prendre nos responsabilités. À dire aujourd'hui avec force ce que certains musulmans font au nom de notre religion, il est à condamner. Et il faut que nous formions, il faut que nous éduquions sur le terrain. Mais en même temps que nous disons ceci, et en même temps que nous le disons, nous devons, en partenariat avec des États, comprendre que nous avons une responsabilité étatique, que la France, elle a une responsabilité. Comment se fait-il aujourd'hui en France ou dans énormément de pays européens que l'islam se soit devenu un sujet de suspicion, que nous ne sommes pas les partenaires dans l'éducation? Et s'ajoute à ceci des frustrations. Quand vous êtes un Français de confession musulmane ou un Belge de confession musulmane ou même aujourd'hui un Britannique ou même un Américain de confession musulmane et que vous entendez les Trump aux États-Unis dire il ne faut plus laisser Oui. rentrer les Français, ou quand on entend On en n'entend France... pas ça en France. Non, mais quand aujourd'hui. on entend en Oui. France aujourd'hui que quand vous avez une double nationalité, votre autre nationalité met en péril votre première, met en question votre première nationalité, eh bien vous dites, mais attendez, Oui. on est tous Français ou il y a des Français qui sont plus Français que Et des l'état Français? d'urgence que l'on Elle va est- prolonger, Exactement. vous dites quoi? Vous dites Ben, c'est je dis- c'est quelque chose qui vise une certaine catégorie de Mais bien population? sûr, et puis qui, en fait, donne au pouvoir aujourd'hui administratif, à l'État, des latitudes qui dépassent tout contrôle judiciaire. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Les magistrats de ce pays sont en train de dire attention, où allons-nous? Et nous l'avons déjà vécu. Nous avons vu les dégâts du Patriot Act aux États-Unis, où vous avez des gens qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Vous avez des gens qui sont assignés à résidence ici en France, ils n'ont rien fait. Donc cette atmosphère de suspicion, l'état d'urgence que l'on prolonge, et on se demande bien pourquoi, est en train d'alimenter une atmosphère. Et c'est là, vous me posiez la question qui est responsable, c'est là la co-responsabilité. Aujourd'hui, j'attends des gouvernements européens, au premier rang desquels le gouvernement français ou belge, qu'ils comprennent que leurs citoyens de confession musulmane sont des partenaires pour des solutions et non pas des suspects pour entretenir un climat de peur. Et la Encore peur, un mot, c'est Tariq Ramadan. Je disais, vous êtes parfois contesté. Vous avez d'ailleurs une conférence à la Cité universitaire à Paris qui a été annulée. Certains vous ont accusé d'avoir comparé les terroristes, ceux qui sont jugés terroristes en Palestine, aux finalement résistants de la Seconde Guerre mondiale. Vous maintenez ces propos? Ah non, mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que la résistance palestinienne, elle était légitime parce qu'il y a... Mais attendez, qui aujourd'hui ne respecte pas le droit international? Qui est en train d'occuper les territoires occupés? Qui continue aujourd'hui à construire contre tout droit des colonies de peuplement? Tout le monde le sait. Et donc, ma position, c'est que la résistance palestinienne, elle est légitime. Mais... ce que nous avons dit tout à l'heure tient toujours. On ne tue pas les civils, on ne tue Oui. pas les femmes. Donc on les ne tue pas terroristes innocents. palestiniens, vous les condamnez? Tous ceux qui tuent les innocents et qui sont dans la violence et dans le terrorisme, il faut les condamner. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Mais qu'on ne me dise pas que ceux qui tuent à Ouagadougou, qui tuent à Paris, ce sont les mêmes que les résistants palestiniens qui sont en train de dire « est notre terre » et qui, en fait, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent que l'on applique les résolutions internationales que l'État israélien ne soutient pas. Alors je suis très déçu de voir que le CRIF en France va soutenir une... annulation de conférence? Où en est-on de la liberté d'expression dans ce pays pour que ma parole, qui est une parole de responsabilité, qui condamne la violence, qui dit aujourd'hui que nous devons être citoyens, qu'il faut appliquer la laïcité telle qu'elle doit être égalitairement pour tout le monde et que le problème, c'est un problème d'éducation et en même temps de liberté, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne veut pas entendre cette parole? Parce qu'elle critique le gouvernement et que malheureusement, aujourd'hui,
malheureusement, il faut l'entendre avec force, le discours qui a pris le dessus sur la gauche comme sur la droite est malheureusement le discours qu'entretient le Front National sur la peur. Merci Tariq Ramadan. Le génie de l'islam est publié aux Presses du Châtelet. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Dispute, je crois que ça finalement c'est un épiphénomène de la réalité du leadership du Parti socialiste. La vraie réalité, la profonde question, c'est est-ce qu'il y a un projet alternatif, quelque chose qui soit vraiment de gauche, parce que les gens où ils sont perdus, c'est qu'ils entendent le Parti socialiste, et parfois vous d'ailleurs, Monsieur Valls, dire des choses sensiblement similaires à ce que dit Sarkozy. La force de Sarkozy, c'est d'avoir marché même sur les plates-bandes de ce que vous pouviez dire, et de ne pas donner l'impression aux gens qu'il y a une différence entre les deux politiques. Non, il n'y a pas de vraie politique alternative de gauche, en tout cas pas du Parti socialiste. Non, je pense, y compris les gens, les citoyens, quand il s'agit de choisir une alternative, on l'a vu aux élections locales, mais on l'a vu aussi, par exemple, dans les quartiers très populaires, là dont je suis l'élu, voter massivement pour le Parti socialiste. Mais souvent, il faut redonner du souvent contenu. contre Sarkozy, Sarkozy plutôt que pour la gauche. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy vous a notamment sur l'affaire que vous évoquiez tout à l'heure. Mais vous êtes petit, Monsieur Valls, mais ça n'a rien à voir. Parlez politique, parlez d'idées, c'est ce que je veux faire, mais ne m'interrompez pas alors. Pas de personne. Monsieur Ramadan, ne m'interrompez pas. Encore une fois, tout à l'heure, et Alain Minc, très brillamment, vous a mis en grande difficulté sur votre incapacité à passer de la théorie à la réalité. Mais je suis dans la réalité, vous êtes dans la théorie. Si on veut éviter le populisme, il faut être capable de répondre à l'attente des concitoyens. C'est vrai sur les conséquences de la crise économique, mais c'est vrai aussi sur les problèmes qui taraudent la société, que sont les problématiques de l'immigration ou les problématiques de la sécurité. Et parce que la gauche n'a pas compris cela, elle a été mise en difficulté. Et l'électorat populaire, vous êtes dans la théorie. Et l'électorat populaire est parti vers l'extrême droite. Et je fais partie de ceux, absolument. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit être capable de parler à ces gens qui, parce qu'il y a une crise, vont chercher peut-être demain des boucs émissaires ou d'autres raisons. Donc la responsabilité de la gauche, de ce point de vue-là, est totalement engagée. Et je crois qu'au contraire, c'est la gauche qui doit être capable de reconstruire un discours, et partout, et pas seulement en France, encore une fois, c'est une réponse européenne et même mondiale, c'est un défi qui est posé à la gauche et au camp du progrès. Ça va nous permettre de rebondir sur le premier mot de notre... Votre livre comporte plus de 200 fautes factuelles. Vous les avez jamais démontrées. Alors maintenant, j'ai pas le temps. Mais attends, moi, j'ai pas le temps à perdre avec. Non, mais je vais vous en donner maintenant. Vous n'avez pas trouvé le temps. Attendez, mais maintenant on a le temps. Maintenant, on est d'accord. Mais je vais pas perdre mon temps. Ça va être 4 ou 5, 4 ou 5 simplement. Première des choses, tout à coup, mais c'est des tout petits détails. Tout à coup, Lyon, pour bien montrer que je suis très proche de Lyon, est à 1 heure de train de Genève. Ça n'existe pas. Deuxième des choses. Non, mais attendez, ça commence comme ça. Attendez. Non, mais laissez-moi terminer. Ça commence comme ça, parce que c'est tout comme ça. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est tout pour essayer de changer la perspective. Ça commence par ça. Deuxième des choses, Tariq Ramadan a été nommé par son père, Tariq, pour la conquête de l'Europe. Et vous savez ce qu'il fait, Tariq Ramadan? Il faut qu'il trouve une femme qui s'appelle Isabelle la catholique. Alors vous savez ce que je fais? Je l'ai connue, c'est ce que vous avez écrit. Et c'était tellement drôle, attendez, c'est tellement drôle ce que vous avez écrit, c'est que dans le Independent en Angleterre, on disqualifie votre livre sur cette histoire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Vous savez ce que vous dites? Je suis allé vers son frère qui est mon ami d'enfance à 10 ans, je lui dis dis donc, elle s'appelle comment ta sœur? Isabelle? Ce serait pas mal, Tariq, à la conquête. Attendez, c'est n'importe quoi. Troisième des choses, et là moi j'ai demandé à ce qu'on écoute ce passage avec Sarkozy où je vais vous montrer, à l'appui des faits, comment vous changez les choses. Parce que vous avez une obsession. Tariq Ramadan, c'est les frères musulmans. D'accord? Alors il faut tout orienter vers les frères musulmans et dire c'est la pensée de Hassan el-Banna, c'est sa pensée. Alors encore une fois, Hassan el-Banna étant votre grand-père, le fondateur des frères musulmans. Alors je vais simplement vous donner un exemple concret d'un des faits, mais encore une fois il y en a 200. D'accord. Alors si on peut passer le passage... Vous m'avez demandé, effectivement, lors de cette émission restée célèbre, 100 minutes pour convaincre, vous étiez face à Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, c'était sur France 2 le 20 novembre 2003, et on écoute tout de suite, c'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui s'exprime. J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle « Musulmane tout simplement », qui fait le commentaire d'une sourate du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit « Ah, mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique. On est content du conseil et de la recommandation. » Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Entre l'égalité entre les sexes? Eh bien, si c'est votre conception, c'est pas la mienne.
Vous m'avez demandé juste ce passage. Alors, oui, juste une chose, pour vous montrer un fait patent. Votre ouvrage, page 111. Vous citez la Frère Tariq, le livre que vous a consacré. J'ai pas compris le rapport avec Sarkozy et moi. Laissez-moi finir. Il déstabilisa définitivement Tariq Ramadan en faisant une allusion à sa préface du livre de Zainab El Razali. La référence est absolument incompréhensible pour le grand public, mais tout le monde a vu Tariq Ramadan devenir blême. La préface au livre de Zainab Razali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité ce livre-là, qui est de Asmad Lambaret. D'accord? Je le reconnais complètement. Ah oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle. Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Non, vous allez me laisser terminer. Totalement raison. Et je le ferai changer. Sincèrement, je l'avais pas. Oui, mais attendez. Non, mais sincèrement. Non, mais attendez, j'aime pas ça. Non, mais c'est parce que je vais vous dire une chose. Sur le, une fois, on s'est vu. Laissez-moi terminer, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais c'est tout comme ça. Est-ce que je peux répondre? Non, vous me laissez terminer. Parce que j'ai pas terminé. Parce que. Une fois, nous nous sommes vus pendant 3 minutes dans un débat où on n'a eu que 3 minutes de débat sur campus, et je vous avais cité sur l'autre livre 5 fautes de citation. Vous savez que vous m'aviez répondu, ce sont des coquilles. Des coquilles de citation. Comme sur chaque fois. Lyon, non mais attendez, non mais là je vous en ai retrouvé une. Mais ne minimisez pas. Est-ce que je peux finir? J'ai de quoi faire une encyclopédie Tariq Ramadan. Écoutez, c'est pas possible. Vous m'avez demandé de terminer mon raisonnement, elle ne laisse pas. Elle est prise en flagrant délit d'un truc énorme. Vous savez pourquoi c'est énorme? Parce que écoutez. Nicolas Sarkozy, si vous aviez été honnête, Nicolas Sarkozy parle là ici devant 6 millions de personnes et il dit que je préface un livre qui dit qu'on peut battre sa femme. Écoutez ce que dit mademoiselle. À la lumière des versets coraniques et de la tradition du prophète, il apparaît clairement que l'islam n'a jamais préconisé la violence envers les femmes, bien au contraire. Voilà ce que dit la femme sur le livre. Donc si vous aviez été honnête... Ça c'est le livre que vous avez préfacé. Exactement. Oui, si vous aviez été honnête... Ce livre et il n'a pas tort sur ce passage-là, il y en a un autre. Attendez, non, ça c'est la conclusion. Oui, sur la conclusion, d'accord. Mais le passage sur le fait de se faire battre par un homme parce qu'il est croyant, c'est beaucoup moins grave que par un homme qui n'est pas croyant. Écoutez, ça, c'est le féminisme islamique que vous enseignez à certaines militantes. Vous êtes en train de noyer le poisson. Vous avez... C'est le fond du débat, parce que ça, c'est plus important. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux répondre? Non, parce que vous ne me laissez pas terminer, vous répondrez. Terminer, Tariq Ramadan, comme ça, elle pourra répondre. C'est comme ça qu'il y a un dialogue. Alors, je vais vous dire une chose. Non seulement vous changez le livre, pour dire quoi? Zainab El Razali est une des femmes symbole des frères musulmans. Je l'ai préfacé, mais ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je l'ai préfacé? C'est une femme qui disait aux frères musulmans, quand on est à table, je vais être assise, je veux être partie du leadership. Elle est connue comme étant une des femmes qui a contesté le leadership masculin. Mais laissez tomber cela. Vous auriez dû, mademoiselle, dire dans votre livre, Nicolas Sarkozy, devant 6 millions de téléspectateurs, a menti. Tariq Ramadan a préfacé un livre où il est dit qu'on ne tape pas une femme. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, je sais pourquoi. Deuxième des choses. Attends, j'ai un autre élément et puis je m'arrête. Vous dites Tariq Ramadan a menti sur son débat avec Antoine Sfer et vous citez une phrase et vous dites, mademoiselle, le tribunal est très dur avec Tariq Ramadan et il dit qu'en fait son discours pourrait être... En fait, vous avez menti. C'est le tribunal qui dit que le fait qu'Antoine Sfer ait dit ceci ne pousse pas à... ne le mène pas à la diffamation. Alors, attendez, excusez-moi, parce que là, je ne sais pas du tout à quoi vous faites allusion. Non, mais attendez, laissez-moi terminer pour que ce soit clair, parce que c'est bien. Pour que ce soit clair, en fait, le tribunal dit, le fait que Antoine Sfer dise ça n'est pas de l'ordre de la diffamation. Elle enlève le fait que Antoine Sfer dise ça, elle dit, la Cour dit que Tariq Ramadan a incité des jeunes à la violence. C'est pas la Cour qui a dit ça. La Cour cite le plaignant, mais elle transforme le propos en enlevant des parties de phrases. Alors, ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous y connaissez pas mal dans ce domaine. Alors, ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de voir, alors là, encore une fois, sincèrement, sur la préface, effectivement, ça c'est une erreur. Plus, sincèrement. Par contre, Sarkozy, sur ce coup-là, ne ment pas, parce qu'à l'intérieur du livre, il y a des choses très graves de ce livre-là, dont je parle aussi dans mon livre. Je fais juste une précision pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui pourraient se laisser... Voilà, il y a 424 pages, il y a plus de 600 notes de bas de page. Ça ne veut rien dire des pages quand elles sont fausses. Non, elles s'appellent... Il n'y a pas 425 pages fausses, et vous le savez très très bien. Là, vous parlez de votre livre et pas celui de cette dame. Je parle du livre d'analyse de discours. Sur la séquence avec Nicolas Sarkozy, il y a un moment, et ça je le dis dans le livre, où Nicolas Sarkozy est réellement malhonnête, pas sur cette séquence-là, mais sur celle d'après. Parce que sur le moratoire... Non, parce que dans le livre, le passage, tu sais qu'il existe aussi, vous l'avez pas cité là, mais c'est pas grave. Mais elle conclut là-dessus. Sur le moratoire, sur la lapidation,
Moi, j'étais étonnée qu'on trouve que cette position de Tariq Ramadan soit... Vous êtes allé débattre avec Tariq Ramadan quelques semaines après chez Tabi. Bien sûr. Vous vous êtes fait éparpiller façon puzzle. Façon puzzle. Éric Nolot, c'est pas parce que vous vous êtes fait humilier je suis pas très publiquement dans cette émission. à vos essais, mais là, j'avais mal pour vous. Écoutez, arrêtez. Il Vous avez vous a une remontée d'orgueil qui est ridiculisé. pathétique. Jean Glavany. Président, je voulais juste m'adresser à M. Ramadan pour lui dire en des termes simples qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner. Et je voudrais vous dire en quelques mots simples et aussi courtois que possible pourquoi. Tout simplement parce que la somme de vos doubles discours, qu'elle faisait allusion gentiment, Éric Raoult à l'instant, de somme de contre-vérité, de falsification et de manipulation est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement en perte de vitesse et qu'il y a de moins en moins de gens pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur des points qui sont positions plus fondamentalistes et plus inacceptables. Tout à l'heure, de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine, et surtout dans votre discours, l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme m'ont confirmé dans cette conviction. Et je crois que je le dis ici devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas de mon point de vue. Alors je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner. Peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas, de dire ce que vous pensez, et aussi à moi de dire ce que je pense, et je voudrais à ce moment-là dire à ceux qui nous ont donné cette tribune inespérée, que je les en remercie très chaleureusement. Bon, enfin, je pense qu'on aurait pu s'en priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques, incontournables et exceptionnelles. Il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui, qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux semaine après semaine. Aujourd'hui, on voit bien que nous sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlementaire, mais dans le showbiz. Et je le dis franchement, je le regrette. Je le regrette. Mais je crois aussi avoir compris in fine la raison de votre présence ici. Vous êtes un prédicateur suisse. Et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir et écouter un prédicateur suisse. Et c'est sans doute qu'on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse. De la situation judiciaire d'un cinéaste, Hagstatt, qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets. L'exemple suisse et ses conséquences ici nous montre, en tout cas j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade. Donc, pour aller vite, monsieur, je suis un peu, enfin pas vraiment, surpris de votre intervention, mais vous déterminez, monsieur, le fait que je viens de Suisse, que la lumière vient de Suisse. J'ai été invité avant le vote de dimanche, donc la lumière s'est faite après. Si c'est cette lumière que vous perceviez, et de dire la falsification de mes citations, j'aimerais bien savoir, monsieur, au bout du compte, combien de mes ouvrages vous avez lus et combien de mes interventions vous avez suivies. Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse, c'est un professeur d'université à Oxford, dont les livres sont étudiés dans 80 universités américaines, monsieur, 80 universités américaines, mais monsieur, qui depuis les 8 dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur. Plutôt que de me dire que j'ai un double discours, il faudrait savoir si la France est en train de perdre ses valeurs d'ouverture dans le débat critique. Et votre façon de réagir à mon intervention n'est pas du tout une façon de réagir à un débat critique, c'est un jugement sur la personne et non pas un débat et une confrontation sur les idées. Donc je réponds, cher monsieur, à votre intervention que j'espère, non, que la lumière, cette dernière lumière ne viendra pas de Suisse, qu'il y aura vraiment un véritable réveil.
Vous savez ce que j'espère pour la France, monsieur? Parce qu'on m'a posé la question de savoir un jour si j'aimais la France. J'aime la France de sa tradition et de ses valeurs quand elle est en cohérence avec elle-même. Mais non pas pour un discours qui trahit ses valeurs au nom de simplifications comme celle que je viens d'entendre. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre, parce que je ne considère que c'est insultant ce que vous venez de dire. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre. Ramadan, bonsoir. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, il regrette que vous soyez invité au congrès de l'UOIF. Il regrette. Oui, non mais je ne suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy, le président, et son ministre de l'Intérieur. C'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir, de ne pas être content. Je suis très très bien accueilli par un grand nombre de Français. Je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains intellectuels et certains acteurs politiques avec la position de ce gouvernement. Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, qu'ils ne rendent pas service aux musulmans de France? C'est de graves accusations. Oui, c'est de graves accusations qui sont encore une fois fondées sur rien, parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en conseillant aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens. Mais ce que je dis à ce gouvernement-là, c'est que depuis 5 ans qu'ils sont aux affaires, et Nicolas Sarkozy, depuis bien avant, quand il était ministre de l'Intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale. On a eu des émeutes en 2005. Qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues, si ce n'est des gesticulations et des actes de symbole, de prendre Rachida Dati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire qu'on respecte la diversité en utilisant des symboles. Ce que vous dites, je l'entends. En même temps, je n'ai pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. Je n'ai pas entendu d'intellectuel dire c'est scandaleux de montrer du doigt un autre intellectuel. Personne ne s'est levé en disant que... Non, attendez. On ne pas beaucoup entendu. Non, mais le responsable pour l'Église catholique de relations avec l'islam a dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels, mais aujourd'hui qui ont pris la parole. On est en pleine campagne électorale. Oui, vous avez vu un responsable d'un parti politique prendre votre défense. Pourquoi? Parce que ça fait peur, c'est prendre la défense du diable. Exactement. Aujourd'hui, on m'a diabolisé en France. Ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens, jusqu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle maintenant, en disant mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi? Est-ce qu'on évolue en France? Et malheureusement, en France, on regresse. À un moment donné, ils vous ont fait des problèmes aussi. Ils vous ont cherché des coups dans la tête. Mais encore une fois, qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, on vous diabolise, c'est tout. Mais écoutez, c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à quelques semaines... Vous croyez qu'il n'y a aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant, non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière, et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer moi parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel. Il ne parle pas à ses citoyens. Oui, mais en même temps, je vais vous citer parce que à propos des musulmans, vous dites ils doivent refuser, d'être des victimes passives et consentantes. Attendez,
tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une société où tout le monde est montré du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma formule, la phrase ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Parce que tous les musulmans de France vous avez raison. montrés du doigt par tous les Français, c'est pas vrai. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très négative, elle est délétère. Et l'islam est stigmatisé. Oui. Alors, attendez, moi, c'est ma réponse à ça, à cette atmosphère, c'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi, je me méfie, alors, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations, sur l'immigration, les gens vous disent « Ah oui, mais c'est tout ça qui produit un Mohamed Merah ». Est-ce que ce n'est pas une façon de trouver une espèce d'excuse à ces gens-là? Non, il ne faut pas chercher d'excuses, mais il faut essayer... mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne veut pas dire... De temps en temps, ça finit par vouloir dire ça. Non. Comprendre, c'est se dire comment un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qui se disent c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, eh bien, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifié. L'autre chose, quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère. Oui, quand on lance un débat sur l'identité nationale. Le génie de l'islam, vous êtes parfois contesté, il faut le dire aujourd'hui, mais vous voulez, vous, rétablir la vérité sur l'islam? Oui, moi je pense qu'il y a, au-delà de ma personne aujourd'hui, il s'agit d'un message. On parle de l'islam tous les jours et de façon extrêmement négative en Occident. Les images qui nous viennent de l'Orient sont extrêmement difficiles. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on n'attende pas des musulmans uniquement qu'ils nous disent ce que l'islam n'est pas, mais qu'on puisse dire de l'intérieur ce que l'islam est. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'islam qui n'est pas l'islam? On réduit, c'est-à-dire qu'on prend des phénomènes, la violence, on prend des situations historiques, je veux dire la discrimination des femmes dans les sociétés majoritairement musulmanes, et on essentialise. Voilà, l'islam ce serait ça. Non, l'islam c'est un message, c'est une histoire, c'est une spiritualité, ce sont des fondements. Il faut que l'on puisse étudier ceci, avoir une meilleure idée. On n'étudie pas une religion et un message par les exactions de ces extrémistes ou les déficiences de ces sociétés. Ça veut dire par exemple l'islam, ce n'est pas les djihadistes d'aujourd'hui? Ah bien sûr que non. Alors ça c'est... Autant je dis aux musulmans, vous ne pouvez pas dire ça n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce ne sont pas des musulmans. Il faut que nous leur répondions en leur disant ce que vous dites faire au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable et l'islam condamne vos actes, il faut qu'on puisse le dire, sans les sortir de l'islam. Oui. Moi je peux dire que leurs actes ne sont pas islamiques, mais eux qui se revendiquent comme musulmans, je dois dire ce que vous faites au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable. Alors, le djihadisme ou cette expression-là ne dit pas ce qu'est l'islam, c'est à nous aujourd'hui, avec un discours clair, un discours qui est tellement clair qu'il ne doit pas refuser de dire les contradictions qu'il y a entre l'attitude de certains musulmans et les principes de la religion. Ça, c'est aussi quelque chose que nous devons faire. Vous dites dans ce livre, par exemple, le djihad, c'est une notion de défense légitime, mais qui ne passe que par les armes de l'adversaire et qui ne doit jamais viser ni des civils, ni des femmes. Tout à fait. En plus, déjà, la notion de djihad est déjà une notion de réforme et de résistance spirituelle, sociale. Il faut appeler à des djihads contre la pauvreté, il faut appeler à des djihads pour l'éducation, il faut appeler des djihads contre la corruption et pour la liberté. Ça, il peut y avoir un djihad pour la guerre? Exactement. Il y a des situations, une seule situation qui est le qital, qui est dans la situation de guerre, et qui n'est légitimée qu'en dans une seule circonstance, quand on est sous exploitation, quand on est colonisé ou quand on est opprimé. Oui. La résistance légitime, elle est cette fois-ci la résistance nécessaire. Ou la violence? Ah non, la résistance légitime, c'est-à-dire... D'abord, ceux qui utilisent la violence, ce sont les oppresseurs. Ceux qui résistent vont s'adapter aux moyens qui sont utilisés par celui qui opprime. Mais ce que vous avez rappelé comme éthique de guerre est déterminant. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire à l'armée adverse, pas aux civils, pas aux innocents, pas aux femmes, pas aux enfants,
pas aux religieux et pas à la nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir même un souci de l'environnement en situation de guerre. C'est dire que quand on a parlé, par exemple, de la bombe pakistanaise, soi-disant islamique, c'est une contradiction dans les termes. Une bombe atomique ou nucléaire ne peut pas être islamique. Alors, pourquoi, Tariq Ramadan, vous avez dit « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris » en référence aux attentats du 13 novembre? Alors ça, c'est une bonne question et vous me permettez, je vous en remercie, de clarifier les choses parce que ce que j'ai dit, si vous entendez par Charlie le fait d'être pour la liberté d'expression et pour pouvoir s'exprimer librement, je le suis. Mais s'il s'agit pour moi d'être assigné à devoir accepter les caricatures et l'humour que je... Un humour de lâche, vous avez dit. Oui, un humour de lâche, comme on dit, un humour de stupide. C'est-à-dire que je considérais qu'au lieu de s'en prendre systématiquement aux religions ou à l'islam, ce serait bien qu'ils puissent prendre à partie plutôt les gens du pouvoir, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, quand je dis je ne suis pas Charlie, je veux dire par là, je n'adhère pas à ce que Charlie Hebdo était, mais j'adhère au principe. Et quand je dis je ne suis pas Paris après les alors quand je dis je ne suis pas Paris, ça peut paraître choquant, Tariq Ramadan, d'entendre ça pour ceux qui, les familles, pour un certain nombre de gens. Alors ma première attitude a été de condamner et d'être dans l'empathie avec les familles des victimes. Et ensuite j'ai ajouté attention, si être Paris, ça veut dire oublier toute la planète et de considérer que nos morts à Paris valent plus que les morts de tous les autres. Je dis, c'est personne qui dit ça aujourd'hui. Mais écoutez, vous avez vu la réaction? Que dit-on quand les gens meurent à Beyrouth? Que dit-on quand les gens meurent à Bagdad ou les gens meurent à Damas? C'est comme si c'était normal. Quand nos morts, on veut que le monde se lève et quand les morts des autres, on a normalisé. Ce que je veux, c'est de dire dans la même phrase, je dis je suis Paris, je suis Ouagadougou, je suis Beyrouth, je suis Jakarta, je suis tout ça. Et il n'y a pas d'hiérarchie dans les morts. Donc, vous voyez, au-delà de notre émotion légitime, vous avez raison, elle est légitime, cette émotion, elle est compréhensible, mais ne faisons pas une hiérarchie entre les morts, parce que vous savez, du Sud, les gens nous voient. Ils voient ceci, et ils en ont marre de penser que leurs morts n'ont que peu finalement, de crédit à nos yeux. Ce que vous dites finalement, Tariq Ramadan, c'est que l'islam n'a rien à voir avec les attentats. Ouagadougou, on dit que les terroristes sont allés à la mosquée avant d'aller tuer des femmes et des enfants. Mais l'islam n'a rien à voir avec tout ça? Non, l'islam, dans le message que j'essaye de traduire ici, il est une condamnation de ceci. Et d'ailleurs, ce que l'on sait, c'est que pratiquement tous ces jeunes aujourd'hui qui sont embrigadés dans Daesh, en Syrie ou en Irak, ou même aujourd'hui dans ces actes de violence à condamner absolument. Souvent, ils ont une pratique religieuse qui est de quelques semaines. Ils ne sont pas formés dans les mosquées. Ils sont plutôt les donc victimes. Vous dites c'est la République qui est responsable? C'est la France qui est responsable? Ou c'est à Ouagadougou, alors à ce moment-là, le Burkina Faso qui est responsable? Ou en Indonésie, le gouvernement indonésien? C'est qui la responsabilité? Je ne cherche pas à accuser. Je pense que nous avons une co-responsabilité. La première des responsabilités, c'est pour ça que je le fais dans le livre. Le livre, il n'est pas uniquement écrit pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, il est aussi pour des lecteurs musulmans qui comprennent de l'intérieur nos propres contradictions. Nous devons parler. Nous avons à prendre nos responsabilités. À dire aujourd'hui avec force ce que certains musulmans font au nom de notre religion, il est à condamner. Et il faut que nous formions, il faut que nous éduquions sur le terrain. Mais en même temps que nous disons ceci, et en même temps que nous le disons, nous devons, en partenariat avec des États, comprendre que nous avons une responsabilité étatique, que la France elle a une responsabilité. Comment se fait-il aujourd'hui en France ou dans énormément de pays européens que l'islam se soit devenu un sujet de suspicion, que nous ne sommes pas les partenaires dans l'éducation. Et s'ajoute à ceci des frustrations. Quand vous êtes un Français de confession musulmane ou un Belge de confession musulmane ou même aujourd'hui un Britannique ou même un Américain de confession musulmane et que vous entendez les Trump aux États-Unis dire il ne faut plus laisser rentrer les Français, ou quand on entend en France... pas ça en France. Non mais quand on entend en France aujourd'hui que quand vous avez une double nationalité, votre autre nationalité met en péril votre première nationalité, met en question votre première nationalité, et bien vous dites, mais attendez, on est tous Français ou il y a des Français qui sont plus Français que des Français? Et l'état d'urgence que l'on va prolonger? Exactement. Vous dites quoi? Vous dites c'est quelque chose qui vise une certaine catégorie de population? Mais bien sûr, et puis qui, en fait, donne au pouvoir aujourd'hui administratif, à l'État, des latitudes qui dépassent tout contrôle judiciaire. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Les magistrats de ce pays sont en train de dire, attention, où allons-nous? Et nous l'avons déjà vécu. Nous avons vu les dégâts du Patriot Act aux États-Unis, où vous avez des gens qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Vous avez des gens qui sont assignés à résidence ici en France, ils n'ont rien fait. Donc c'est
cette atmosphère de suspicion, l'état d'urgence que l'on prolonge, et on se demande bien pourquoi, est en train d'alimenter une atmosphère, et c'est là, vous me posiez la question qui est responsable, c'est là la co-responsabilité. Aujourd'hui, j'attends des gouvernements européens, au premier rang desquels le gouvernement français ou belge, qu'ils comprennent que leurs citoyens de confession musulmane sont des partenaires pour des solutions et non pas des suspects pour entretenir un climat de peur. Encore un mot, Tariq Ramadan. Je disais, vous êtes parfois contesté. Vous avez d'ailleurs une conférence à la Cité universitaire à Paris qui a été annulée. Certains vous ont accusé d'avoir comparé les terroristes, ceux qui sont jugés terroristes en Palestine, aux finalement résistants de la Seconde Guerre mondiale. Vous maintenez ces propos? Ah non, mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que la résistance palestinienne, elle était légitime parce qu'il y a... Mais attendez, qui aujourd'hui ne respecte pas le droit international? Qui est en train d'occuper les territoires occupés? Qui continue aujourd'hui à construire contre tout droit des colonies de peuplement? Tout le monde le sait. Et donc, ma position, c'est que la résistance palestinienne, elle est légitime. Mais... ce que nous avons dit tout à l'heure tient toujours. On ne tue pas les civils, on ne tue pas les femmes. Donc les terroristes palestiniens, vous les condamnez? Tous ceux qui tuent les innocents et qui sont dans la violence et dans le terrorisme, il faut les condamner. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Mais qu'on ne me dise pas que ceux qui tuent à Ouagadougou, qui tuent à Paris, ce sont les mêmes que les résistants palestiniens qui sont en train de dire « est notre terre » et qui en fait, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent... En faisant une allusion à sa préface du livre de Zeynab El Razali, la référence est absolument incompréhensible pour le grand public, mais tout le monde a vu Tariq Ramadan devenir blême. La préface au livre de Zeynab Razali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité ce livre-là, qui est de Asmad Lambaret. D'accord? Je le reconnais complètement. Ah oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle. Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Non, vous allez me laisser terminer. Vous avez totalement raison. Non, et je le ferai changer. Sincèrement, je l'avais pas. Oui, mais attendez. Non, mais attendez, j'aime pas ça. Non, mais parce que je vais vous dire une chose. Une fois, on s'est vu... Laissez-moi terminer, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas... Mais c'est tout comme ça. Est-ce que je peux répondre? Non, vous me laissez terminer. Parce que j'ai pas terminé. Parce que... une fois, nous nous sommes vus pendant 3 minutes dans un débat où on n'a eu que 3 minutes de débat sur campus, et je vous avais cité sur l'autre livre 5 fautes de citation. Vous savez que vous m'aviez répondu, ce sont des coquilles. Des coquilles de citation. Comme chaque fois. Non mais attendez, non mais là je vous en ai retrouvé une. Mais ne minimisez pas. Est-ce que je peux finir? J'ai de quoi faire une encyclopédie Tariq Ramadan. Écoutez, c'est pas possible. Vous m'avez demandé de terminer mon raisonnement, elle ne laisse pas. Elle est prise en flagrant délit d'un truc énorme. Vous savez pourquoi c'est énorme? Parce que écoutez, Nicolas Sarkozy, si vous aviez été honnête, Nicolas Sarkozy parle là ici devant 6 millions de personnes et il dit que je préface un livre qui dit qu'on peut battre sa femme. Écoutez ce que dit mademoiselle. À la lumière des versets coraniques et de la tradition du prophète, il apparaît clairement que l'islam n'a jamais préconisé la violence envers les femmes, bien au contraire. Voilà ce que dit la femme sur le livre. Donc si vous aviez été honnête... Ça c'est le livre que vous avez préfacé. Exactement. Oui, si vous aviez été honnête... Je connais ce livre et il n'a pas tort sur ce passage-là. Il y en a un autre. Attendez, non, ça c'est la conclusion. Oui, sur la conclusion, d'accord. Mais le passage sur le fait de se faire battre par un homme parce qu'il est croyant, c'est beaucoup moins grave que par un homme qui n'est pas croyant. Écoutez, ça, c'est le féminisme islamique que vous enseignez à certains de vos militants. Vous êtes en train de noyer le poisson. Non, parce que c'est le fond du débat. Parce que ça, c'est plus important. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux répondre? Non, parce que vous ne me laissez pas terminer, vous répondrez. Terminer, Tariq Ramadan, comme ça, elle pourra répondre. C'est comme ça qu'il y a un dialogue. Alors, je vais vous dire une chose. Non seulement vous changez le livre pour dire quoi? Zeynab El Razali est une des femmes symbole des frères musulmans. Je l'ai préfacé, mais ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je l'ai préfacé? C'est une femme qui disait aux frères musulmans, quand on est à table, je vais être assise, je veux être partie du leadership. Elle est connue comme étant une des femmes qui a contesté le leadership masculin. Mais laissez tomber cela. Vous auriez dû, mademoiselle, dire dans votre livre, Nicolas Sarkozy, devant 6 millions de téléspectateurs, a menti. Tariq Ramadan a préfacé un livre où il est dit qu'on ne tape pas une femme. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je sais pourquoi. Deuxième des choses. J'ai un autre élément et puis je m'arrête. Vous dites Tariq Ramadan a menti sur son débat avec Antoine Sfer et vous citez une phrase et vous dites, mademoiselle, le tribunal est très dur avec Tariq Ramadan et il dit qu'en fait son discours pourrait être... En fait, vous avez menti. C'est le tribunal qui dit que le fait qu'Antoine Sfer ait dit ceci ne pousse pas à... ne le mène pas à la diffamation. Alors, attendez, excusez-moi, parce que là, je ne sais pas du tout à quoi vous faites allusion. Non, mais attendez, laissez-moi terminer pour que ce soit clair, parce que c'est bien. Pour que ce soit clair, en fait, le tribunal dit, le fait que Antoine Sfer dise ça,
ça n'est pas de l'ordre de la diffamation. Elle enlève le fait que, au droit de faire, c'est ça, elle dit, la Cour dit que Tariq Ramadan a incité des jeunes à la violence. C'est pas la Cour qui a dit ça. La Cour cite le plaignant, mais elle transforme le propos en enlevant des parties de phrases. Alors, ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous y connaissez pas mal dans ce domaine. Alors, ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de voir, alors là, encore une fois, sincèrement, sur la préface, effectivement, ça c'est une erreur. Quand je dis je ne suis pas Charlie, je veux dire par là, je n'adhère pas à ce que Charlie Hebdo était, mais j'adhère au principe. Et quand je dis je ne suis pas Paris après les alors quand je dis je ne suis pas Paris, ça peut paraître choquant, Tariq Ramadan, d'entendre ça pour ceux qui, les familles, pour un certain nombre de gens. Alors, ma première attitude a été de condamner et d'être dans l'empathie avec les familles des victimes. Et ensuite, j'ai ajouté, attention, si être Paris, ça veut dire oublier toute la planète et de considérer que nos morts à Paris valent plus que les morts de tous les autres, je dis, c'est personne qui dit ça aujourd'hui. Mais écoutez, vous avez vu la réaction ? Que dit-on quand les gens meurent à Beyrouth? Que dit-on quand les gens meurent à Bagdad ou les gens meurent à Damas? C'est comme si c'était normal. Quand nos morts, on veut que le monde se lève, et quand les morts des autres, on a normalisé. Ce que je veux, c'est de dire dans la même phrase, je dis je suis Paris, je suis Ouagadougou, je suis Beyrouth, je suis Jakarta, je suis tout ça. Et il n'y a pas d'hiérarchie dans les morts. Donc, vous voyez, au-delà de notre émotion légitime, vous avez raison, elle est légitime, cette émotion, elle est compréhensible, mais ne faisons pas une hiérarchie entre les morts, parce que vous savez, du Sud, les gens nous voient. Ils voient ceci, et ils en ont marre de penser que leurs morts n'ont que peu finalement de crédit à nos yeux. Ce que vous dites finalement, Tariq Ramadan, c'est que l'islam n'a rien à voir avec les attentats. Ouagadougou, on dit que les terroristes sont allés à la mosquée avant d'aller tuer des femmes et des enfants. Mais l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Non, l'islam, dans le message que j'essaye de traduire ici, il est une condamnation de ceci. Et d'ailleurs, ce que l'on sait, c'est que pratiquement tous ces jeunes aujourd'hui qui sont embrigadés dans Daesh, en Syrie ou en Irak, ou même aujourd'hui dans ces actes de violence à condamner absolument. Souvent, ils ont une pratique religieuse qui est de quelques semaines. Ils ne sont pas formés dans les mosquées. Ils sont plutôt les donc victimes. Vous dites c'est la République qui est responsable? C'est la France qui est responsable? Ou c'est à Ouagadougou, alors à ce moment-là, le Burkina Faso qui est responsable? Ou en Indonésie, le gouvernement indonésien, c'est qui la responsabilité? Je ne cherche pas à accuser. Je pense que nous avons une co-responsabilité. La première des responsabilités, c'est pour ça que je le fais dans le livre. Le livre, il n'est pas uniquement écrit pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, il est aussi pour des lecteurs musulmans qui comprennent de l'intérieur nos propres contradictions. Nous devons parler. Nous avons à prendre nos responsabilités. À dire aujourd'hui avec force ce que certains musulmans font au nom de notre religion, il est à condamner. Et il faut que nous formions, il faut que nous éduquions sur le terrain. Mais en même temps que nous disons ceci, et en même temps que nous le disons, nous devons, en partenariat avec des États, comprendre que nous avons une responsabilité étatique, que la France, elle a une responsabilité. Comment se fait-il aujourd'hui en France ou dans énormément de pays européens que l'islam se soit devenu un sujet de suspicion, que nous ne sommes pas les partenaires dans l'éducation? Et s'ajoute à ceci des frustrations. Quand vous êtes un Français de confession musulmane ou un Belge de confession musulmane ou même aujourd'hui un Britannique ou même un Américain de confession musulmane et que vous entendez les Trump aux États-Unis dire il ne faut plus laisser rentrer les Français, ou quand on entend en France... pas ça en France. Non, mais quand on entend en France aujourd'hui que quand vous avez une double nationalité, votre autre nationalité met en péril votre première nationalité, elle met en question votre première nationalité, et bien vous dites, mais attendez, on est tous Français ou il y a des Français qui sont plus Français que des Français? Et l'état d'urgence que l'on va prolonger, exactement. Vous dites quoi? Vous dites c'est quelque chose qui vise une certaine catégorie de population? Mais bien sûr, et puis qui, en fait, donne au pouvoir aujourd'hui administratif, à l'État, des latitudes qui dépassent tout contrôle judiciaire. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Les magistrats de ce pays sont en train de dire, attention, où allons-nous? Et nous l'avons déjà vécu. Nous avons vu les dégâts du Patriot Act aux États-Unis, où vous avez des gens qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Vous avez des gens qui sont assignés à résidence ici en France, ils n'ont rien fait. Donc cette atmosphère de suspicion, l'état d'urgence que l'on prolonge, et on se demande bien pourquoi, est en train d'alimenter une atmosphère. Et c'est là, vous me posiez la question qui est responsable, c'est là la co-responsabilité. Aujourd'hui, j'attends des gouvernements européens, au premier rang desquels le gouvernement français ou belge, qu'ils comprennent que leurs citoyens de confession musulmane sont des partenaires pour des solutions et non pas des suspects
pour entretenir un climat de peur. Encore un mot, Tariq Ramadan. Je disais, vous êtes parfois contesté. Vous avez d'ailleurs une conférence à la Cité universitaire à Paris qui a été annulée. Certains vous ont accusé d'avoir comparé les terroristes, ceux qui sont jugés terroristes en Palestine, aux finalement résistants de la Seconde Guerre mondiale. Vous maintenez ces propos? Ah non, mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que la résistance palestinienne, elle était légitime parce qu'il y a... Mais attendez, qui aujourd'hui ne respecte pas le droit international? Qui est en train d'occuper les territoires occupés? Qui continue aujourd'hui à construire contre tout droit des colonies de peuplement? Tout le monde le sait. Et donc, ma position, c'est que la résistance palestinienne, elle est légitime. Mais... ce que nous avons dit tout à l'heure tient toujours. On ne tue pas les civils, on ne tue pas les femmes. Donc les terroristes palestiniens, vous les condamnez? Tous ceux qui tuent les innocents et qui sont dans la violence et dans le terrorisme, il faut les condamner. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Mais qu'on ne me dise pas que ceux qui tuent à Ouagadougou, qui tuent à Paris, ce sont les mêmes que les résistants palestiniens qui sont en train de dire « est notre terre ». Et qui, en fait, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent que l'on applique les résolutions internationales que l'État israélien ne soutient pas. Alors je suis très déçu de voir que le CRIF en France va soutenir une... annulation de conférence? Où en est-on de la liberté d'expression dans ce pays pour que ma parole, qui est une parole de responsabilité, qui condamne la violence, qui dit aujourd'hui que nous devons être citoyens, qu'il faut appliquer la laïcité telle qu'elle doit être égalitairement pour tout le monde et que le problème, c'est un problème d'éducation et en même temps de liberté, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne veut pas entendre cette parole? Parce qu'elle critique le gouvernement et que malheureusement, aujourd'hui, il faut l'entendre avec force, le discours qui a pris le dessus sur la gauche comme sur la droite est malheureusement le discours qu'entretient le Front National sur la peur. Merci Tariq Ramadan. Le génie de l'islam est publié aux Presses du Châtelet. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Les disputes, je crois que ça, finalement, c'est un épiphénomène de la réalité du leadership du Parti socialiste. La vraie réalité, la profonde question, c'est est-ce qu'il y a un projet alternatif, quelque chose qui soit vraiment de gauche? Parce que les gens, où ils sont perdus, c'est qu'ils entendent le Parti socialiste, et parfois vous d'ailleurs, Monsieur Valls, dire des choses sensiblement similaires à ce que dit Sarkozy. La force de Sarkozy, c'est d'avoir marché même sur les plates-bandes de ce que vous pouviez dire, et de ne pas donner l'impression aux gens qu'il y a une différence entre les deux politiques. Non, il n'y a pas de vraie politique alternative de gauche, en tout cas pas du Parti socialiste. Non, je pense y compris les gens, les citoyens, quand il s'agit de choisir une alternative, on l'a vu aux élections locales, mais on l'a vu aussi, par exemple, dans les quartiers très populaires, là dont je suis l'élu, voter massivement pour le Parti socialiste. Mais souvent contre Sarkozy, Sarkozy plutôt que pour la gauche. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy vous a notamment sur l'affaire que vous évoquiez tout à l'heure. Mais vous êtes petit, Monsieur Valls, mais ça n'a rien à voir. Parlez politique, parlez d'idées, mais pas de personne. Mais ne m'interrompez pas alors. Pas de personne. Monsieur Ramadan, ne m'interrompez pas. Encore une fois, tout à l'heure, et Alain Minc, très brillamment, vous a mis en grande difficulté sur votre incapacité. Le génie de l'islam, vous êtes parfois contesté, il faut le dire aujourd'hui, mais vous voulez, vous, rétablir la vérité sur l'islam? Oui, moi je pense qu'il y a, au-delà de ma personne aujourd'hui, il s'agit d'un message. On parle de l'islam tous les jours et de façon extrêmement négative en Occident. Les images qui nous viennent de l'Orient sont extrêmement difficiles. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on n'attende pas des musulmans uniquement qu'ils nous disent ce que l'islam n'est pas, mais qu'on puisse dire de l'intérieur ce que l'islam est. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'islam qui n'est pas l'islam? On réduit, c'est-à-dire qu'on prend des phénomènes, la violence, on prend des situations historiques, je veux dire la discrimination des femmes dans les sociétés majoritairement musulmanes, et on essentialise. Voilà, l'islam ce serait ça. Non, l'islam c'est un message, c'est une histoire, c'est une spiritualité, ce sont des fondements. Il faut que l'on puisse étudier ceci, avoir une meilleure idée. On n'étudie pas une religion et un message par les exactions de ces extrémistes ou les déficiences de ces sociétés. Ça veut dire par exemple l'islam, ce n'est pas les djihadistes d'aujourd'hui? Ah bien sûr que non. Alors ça c'est... Autant je dis aux musulmans, vous ne pouvez pas dire ça n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce ne sont pas des musulmans. Il faut que nous leur répondions en leur disant ce que vous dites faire au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable et l'islam condamne vos actes, il faut qu'on puisse le dire, sans les sortir de l'islam. Moi je peux dire que leurs actes ne sont pas islamiques, mais eux qui se revendiquent comme musulmans, je dois dire ce que vous faites au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable. Alors, le djihadisme, où cette expression-là ne dit pas ce qu'est l'islam, c'est à nous aujourd'hui, avec un discours clair, un discours qui est tellement clair qu'il ne doit pas refuser de dire les contradictions qu'il y a entre l'attitude de certains musulmans et les principes de la religion. Ça, c'est aussi quelque chose que nous devons faire. Vous dites dans ce livre, par exemple, le djihad, c'est une notion de défense légitime, mais qui ne passe que par les armes de l'adversaire et qui ne doit jamais viser ni des civils, ni des femmes,
Tout à fait. En plus, déjà, la notion de djihad est déjà une notion de réforme et de résistance spirituelle, sociale. Il faut appeler à des djihads contre la pauvreté, il faut appeler à des djihads pour l'éducation, il faut appeler des djihads contre la corruption et pour la liberté. Ça, il peut y avoir un djihad pour la guerre? Exactement. Il y a des situations, une seule situation qui est le qital, qui est dans la situation de guerre, et qui n'est légitimée qu'en dans une seule circonstance, quand on est sous exploitation, quand on est colonisé ou quand on est opprimé. Oui. La résistance légitime, elle est cette fois-ci... La résistance ou la violence? Ah non, la résistance légitime, c'est-à-dire... D'abord, ceux qui utilisent la violence, ce sont les oppresseurs. Ceux qui y résistent vont s'adapter aux moyens qui sont utilisés par celui qui opprime. Mais ce que vous avez rappelé comme éthique de guerre est déterminant. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire à l'armée adverse, pas aux civils, pas aux innocents, pas aux femmes, pas aux enfants, pas aux religieux et pas à la nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir même un souci de l'environnement en situation de guerre. C'est dire que quand on a parlé, par exemple, de la bombe pakistanaise, soi-disant islamique, c'est une contradiction dans les termes. Une bombe atomique ou nucléaire ne peut pas être islamique. Alors, pourquoi, Tariq Ramadan, vous avez dit « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris » en référence aux attentats du 13 novembre? Alors ça, c'est une bonne question et vous me permettez, je vous en remercie, de clarifier les choses. Parce que ce que j'ai dit, si vous entendez par Charlie le fait d'être pour la liberté d'expression et pour pouvoir s'exprimer librement, je le suis. Mais s'il s'agit pour moi d'être assigné à devoir accepter les caricatures et l'humour que je... Un humour de lâche, vous avez dit. Oui, un humour de lâche, comme on dit, un humour de stupide. C'est-à-dire que je considérais qu'au lieu de s'en prendre systématiquement aux religions ou à l'islam, ce serait bien qu'ils puissent prendre à parti plutôt les gens du pouvoir, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, facilité à passer de la théorie à la réalité. Mais je suis dans la réalité, vous êtes dans la théorie. Si on veut éviter le populisme, il faut être capable de répondre à l'attente des concitoyens. C'est vrai sur les conséquences de la crise économique, mais c'est vrai aussi sur les problèmes qui taraudent la société, que sont les problématiques de l'immigration ou les problématiques de la sécurité. Et parce que la gauche n'a pas compris cela, elle a été mise en difficulté. Et l'électorat populaire, vous êtes dans la théorie. Et l'électorat populaire est parti vers l'extrême droite. Et je fais partie de ceux, absolument. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit être capable de parler à ces gens qui, parce qu'il y a une crise, vont chercher peut-être demain des boucs émissaires ou d'autres raisons. Donc la responsabilité de la gauche, de ce point de vue-là, est totalement engagée. Et je crois qu'au contraire, c'est la gauche qui doit être capable de reconstruire un discours, et partout, et pas seulement en France, encore une fois, c'est une réponse européenne et même mondiale, c'est un défi qui est posé à la gauche et au camp du progrès. Ça va nous permettre de rebondir sur le premier mot de notre... Votre livre comporte plus de 200 fautes factuelles. Vous les avez jamais démontrées. Alors, mais non, mais j'ai pas le temps. Attends, moi, j'ai pas le temps à perdre avec. Non, mais je vais vous en donner maintenant. Vous n'avez pas trouvé le temps. Attendez, mais maintenant, on a le temps. Maintenant, on est d'accord. Mais je vais pas perdre mon temps, ça va être 4 ou 5. 4 ou 5 simplement. Première des choses, tout à coup, mais c'est des tout petits détails. Tout à coup, Lyon, pour bien montrer que je suis très proche de Lyon, est à 1 heure de train de Genève. Ça n'existe pas. Deuxième des choses. Non, mais attendez, ça commence comme ça. Attendez. Non, mais laissez-moi terminer. Ça commence comme ça. Parce que c'est tout comme ça. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est tout pour essayer de changer la perspective. Ça commence par ça. Deuxième des choses, Tariq Ramadan a été nommé par son père, Tariq, pour la conquête de l'Europe. Et vous savez ce qu'il fait, Tariq Ramadan? Il faut qu'il trouve une femme qui s'appelle Isabelle la catholique. Alors vous savez ce que je fais? Je l'ai connue, c'est ce que vous avez écrit. Mais non, pas et c'était tellement drôle, attendez, c'est tellement drôle ce que vous avez écrit, c'est que dans le Independent en Angleterre, on disqualifie votre livre sur cette histoire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Vous savez ce que vous dites? Je suis allé vers son frère qui est mon ami d'enfance à 10 ans, je lui dis dis donc, elle s'appelle comment ta sœur? Isabelle? Ce serait pas mal, Tariq, à la conquête. Attendez, c'est n'importe quoi. Troisième des choses, et là moi j'ai demandé à ce qu'on écoute ce passage avec Sarkozy où je vais vous montrer, à l'appui des faits, comment vous changez les choses. Parce que vous avez une obsession. Tariq Ramadan, c'est les frères musulmans. D'accord? Alors il faut tout orienter vers les frères musulmans et dire c'est la pensée de Hassan el-Banna, c'est sa pensée. Alors encore une fois, Hassan el-Banna étant votre grand-père, le fondateur des frères musulmans. Alors je vais simplement vous donner un exemple concret d'un des faits, mais encore une fois il y en a 200. D'accord. Alors si on peut passer le passage... Vous m'avez demandé, effectivement, lors de cette émission restée célèbre, 100 minutes pour convaincre, vous étiez face à Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, c'était sur France 2 le 20 novembre 2003, et on écoute tout de suite, c'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui s'exprime. J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle Musulmane tout simplement, qui fait le commentaire d'une sourate du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes.
Et l'auteur dit « Ah, mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique. On est content du conseil et de la recommandation. » Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Entre l'égalité entre les sexes? Eh bien, si c'est votre conception, c'est pas la mienne. Vous m'avez demandé juste ce passage. Alors, oui, juste une chose, pour vous montrer un fait patent. Votre ouvrage, page 111. Vous citez la Frère Tariq, le livre que vous a consacré. J'ai pas compris le rapport avec Sarkozy et moi. Laissez-moi finir. Il déstabilisa définitivement Tariq Ramadan